merci beaucoup à Thérèse Blanchet d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'on s'est rencontrés donc, au mois de mai dernier à Lisbonne et effectivement, comme le disait Estelle Brosset, vous m'aviez vous-même dit que le Conseil était une institution méconnue ou mal étudiée et surtout son service juridique, puisqu'on a tendance à observer le Conseil souvent comme une institution qui a un rôle plutôt politique. Et c'est cette dimension-là que je trouvais intéressante de faire partager avec nos étudiants, et c'est la raison pour laquelle votre venue ici aujourd'hui, à mon avis, sera particulièrement intéressante. Et effectivement, sur le sujet de la confiance mutuelle, quand vous avez suggéré ce sujet, il apparaissait évident qu'on allait pouvoir aborder ici une question sur le plan juridique, qui est une dimension axiomatique dans la manière dont fonctionne le droit de l'Union, mais pas seulement. En tant que praticienne, je trouvais aussi intéressant que vous puissiez démontrer comment un principe juridique, un principe que certains qualifient de constitutionnel, a aussi des effets très pratiques dans la manière dont se construisent les instruments du droit de l'Union et dans votre quotidien en tant que directrice du service GIAI, de la direction GIAI au service juridique. Voilà, donc c'est sur ces aspects-là, à la fois sur votre rôle et votre institution et sur la nature du travail et de la manière dont vous utilisez le droit et ses concepts fondamentaux, le droit de l'Union et ses concepts fondamentaux, que je pense qu'il y aura aujourd'hui beaucoup d'éléments et d'informations intéressantes pour l'ensemble des européanistes ici présents. Donc merci encore. Merci beaucoup pour ces mots de bienvenue et je suis impressionnée de me retrouver dans cette salle où sont passés les doctorats. J'ai jamais eu de doctorat en ce qui me concerne. Je me suis contentée d'un brevet d'avocat et de master à Bruges. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler. Et donc, je vous en dirai quelques mots après, peut-être après la conférence, enfin dans la partie discussion. Donc oui, mon sujet aujourd'hui, justice affaires intérieures, les instruments de coopération à l'épreuve d'une confiance mutuelle ébranlée. Ébranlée est peut-être un mot un peu faible, c'est un understatement à l'anglaise un petit peu. Je voudrais d'abord vous dire quelques mots évidemment du contexte dans lequel on se trouve. Ensuite, vous diriger un petit peu dans le chemin qu'a suivi ce concept de confiance mutuelle, d'abord dans le marché intérieur, quels sont les grands principes qui président à l'approche qui est suivie dans le marché intérieur, qui a évidemment un impact dans le domaine de la justice affaires intérieures, l'espace de justice, sécurité et liberté, parce qu'on travaille toujours avec les mêmes concepts, évidemment. Et donc, le fil rouge est le même, sauf que l'impact ou la méthode est différente, ou le poids du concept est différent. Donc d'abord, peut-être quelques mots d'une Union européenne. Je vous ai distribué un petit document qui reprend les citations et autres. Ça évitera de lire ou de prendre note, ou etc., des références d'arrêt et tout, comme ça vous avez tout sous la main. C'est plus facile pour moi et c'est plus facile pour vous, j'imagine. Donc d'abord, l'Union européenne, depuis une trentaine d'années, on est passé en fait d'une vingtaine d'années d'euphorie, en réalité, à ce que le président Juncker a appelé la polycrise. Et nous, on est en plein milieu de tout ça, bien entendu. On la vit tous les jours. Donc, une vingtaine d'années d'euphorie à marche rapide. 85, le premier accord Schengen entre la France, l'Allemagne et les 3 pays du Benelux. 86, l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. L'Espagne et le Portugal très intéressés, évidemment, en particulier à la libre circulation des personnes. Ça a eu un poids aussi sur le développement du traité de Maastricht, par exemple. Le Premier ministre espagnol a eu un grand poids dans ces chapitres citoyens du traité de Maastricht. 87, acte unique européen, soutenu énormément par le Premier ministre Thatcher à l'époque, comme vous le savez, parce que c'était vraiment l'achèvement du marché intérieur, le marché unique. Donc, acte unique européen qui prévoyait un délai jusqu'à fin 92 pour la mise en place, ce qu'on a appelé l'achèvement du marché unique, lever des frontières intérieures sur les marchandises et les capitaux, parce qu'évidemment, l'Union européenne, c'était une union douanière, mais pour tout ce qui est réglementaire, il y avait encore beaucoup de frontières, de contrôle aux frontières sur les marchandises, aux frontières intérieures, bien entendu, parce qu'il fallait contrôler les normes, etc. Et donc, la levée est intervenue fin 92. 89, chute du mur de Berlin, fin de la guerre froide. Juin 90, donc vous observerez les dates très proches. On est dans la chute du mur de Berlin, l'ouverture Allemagne de l'Est et tous les pays de l'Est. Et malgré tout, on avait des hommes d'État à l'époque qui n'hésitaient pas néanmoins à signer en juin 90, donc quelques temps après,
en plein dedans. La convention d'application de Schengen, qui est vraiment la vraie convention de Schengen, qui a lancé les quelques années de mise en œuvre jusqu'à 1995 pour la levée des contrôles aux frontières intérieures. Donc déjà juin 1990, Schengen, 1er juillet 1990, donc quasiment un mois et demi après, le traité de fusion économique entre l'Ouest et l'Est de l'Allemagne avec le Deutschmark unique, et quelques mois après, la réunification allemande dans cette même année, le 3 octobre 1990. Donc, vous voyez le contexte qu'il pouvait y avoir à cette époque, en termes de levée de contrôle aux frontières intérieures ou de mouvement de population. C'était déjà... Les hommes d'État n'avaient pas hésité à le faire quand même. 93 invitations des pays de l'Est qui le souhaitent à rejoindre l'Union et entrée en vigueur du traité de Maastricht. 95 adhésions des 3 pays Suède, Finlande, Autriche. Et en mars 1995, de cette même année donc, levée effective des contrôles aux frontières intérieures Schengen sur les personnes entre les 5 États fondateurs, donc France, Allemagne et les 3 Benelux, plus le Portugal et l'Espagne, qui étaient les premiers, évidemment. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment quelque chose pour eux, avant même l'Italie. En 1999, entrée en vigueur de l'euro et du traité d'Amsterdam, dans la même année. L'euro, pas encore physique. Ce sera le cas en 2002, remplacement des monnaies nationales par l'euro physique, les billets de banque. Et cette même année, le 10 avril, le 10 avril, signature du traité d'adhésion. Donc en même temps qu'on a l'euro physique qui apparaît, signature du traité d'adhésion une année après, 2003, traité de Nice, et la même année, je me suis trompée, excusez-moi, signature du traité d'adhésion avec les 10 nouveaux États. Et fin des travaux de la Convention sur la Constitution européenne. Donc tout ça en même temps, on menait tout de front. C'est un peu, peut-être, cette énumération était peut-être un petit peu ennuyeuse, mais ça vous permet de voir dans quel contexte on opérait à cette époque et à quelle vitesse, et quasiment chaque année se passait quelque chose au niveau européen, de ce genre de méthode, d'une magnitude importante. 2004, adhésion des 10 nouveaux États et signature du traité constitutionnel. Et en avril 2005, la signature de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à Luxembourg seulement par les ministres. Si vous regardez les traités d'adhésion, vous verrez qu'en général, en tout cas celui des 10, avait été signé au niveau des chefs d'État et de gouvernement dans une cérémonie assez solennelle. Et là, déjà, on sentait une difficulté, puisque le traité d'adhésion de la Bulgarie à la Roumanie a été signé par les ministres des Affaires européennes, le ministre des Affaires étrangères à Luxembourg, donc d'une manière un petit peu discrète en réalité, parce qu'on était quelques mois avant le référendum en France et aux Pays-Bas. Et donc, ces 2 référendums, c'est là qu'est intervenu un coup d'arrêt à ces 20 années de développement. Le référendum en France en mois de mai et un mois après aux Pays-Bas, au mois de juin, référendum négatif sur le traité constitutionnel européen. Donc fin du traité constitutionnel qui avait été ratifié par 18 États membres sur 27, mais tout s'est arrêté. Et donc période de réflexion à l'issue de laquelle l'essentiel du traité constitutionnel en pièces détachées, d'une certaine manière, a été récupéré dans le traité de Lisbonne, par la voie d'un traité modificatif classique. Donc ce n'était plus un traité qui remplaçait tout, c'était un traité modificatif classique. Entrée en vigueur, donc ce traité a été signé en 2007, entrée en vigueur le 1er décembre 2009, après quand même un référendum négatif en Irlande, plus un référendum positif en Irlande par la suite, donc ça n'a pas été une promenade de campagne non plus pour ratifier ce traité. Et là commence vraiment ce que le président Juncker a appelé cette polycrise. En 2008, crise financière, bancaire, dette souveraine, crise économique, ça commence. Et ça a duré 10 ans. En parallèle, vers 2012, les suites des printemps arabes de 2011, on commence à avoir des guerres civiles, on commence à avoir des mouvements de réfugiés, des migrations, avec le pic des entrées massives et incontrôlées en 2015 et 2016. 1,8 million de personnes sont entrées sans quasiment contrôle en Europe. 2015, 2016, 2017, les attentats terroristes en Europe en même temps.
parmi lesquels certaines personnes entraient dans ces migrations massives. 2013-2014, en même temps, le Royaume-Uni avait exercé son block opt-out, c'est-à-dire la possibilité de sortir tous les anciens actes ce qu'on appelait le troisième pilier, l'ancien troisième pilier, c'est-à-dire les instruments de coopération pénale et policière. Ils réoptinent dans 35 mesures. Ça, ils ont fait ça en 2014. Cameron, le Premier ministre britannique, demande une renégociation des traités et promet un référendum sur le résultat. C'est ce qu'on a appelé le New Settlement, qui a été négocié en 2015-2016. En 2016, 2 référendums négatifs. On oublie le premier. Le premier, c'est celui en avril 2016 des Pays-Bas qui refusent la ratification, qui votent contre en fait l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Et en juin, le Brexit. Donc voilà, il y a 20 ans d'euphorie, 10 ans de polycrise, et on est là, maintenant, ici. Donc, comme je le disais un peu au début, il y a un peu de quoi ébranler la confiance mutuelle dans ces conditions, bien entendu. Un certain nombre de partis populistes arrivent au pouvoir depuis quelques années, ou en ce moment, on le sait. Donc, il y a une réaction, forcément ça arrive plus tard, des populations qui se manifestent dans les élections. Pourtant, l'économie européenne se porte bien. La croissance est à 2,4%. Au premier trimestre de cette année, elle est à 2,4% et 2,5% dans la zone euro, 2,4% dans l'Union européenne de 28, 2,5% dans la zone euro, premier trimestre 2018 par rapport à l'année dernière. Le chômage est au plus bas depuis 2008. 7% de chômage dans l'Union à 28, 8,4% dans la zone euro. Donc les choses vont mieux. La crise dite de migration est terminée en réalité. C'est pour ça que je vous ai mis un petit tableau là que vous pouvez voir. C'est quelque chose qui était annexé à la lettre du président Tusk quand il a convoqué le Conseil européen récemment. Donc vous verrez qu'ici c'est très clair dans ce tableau qu'on en est retourné au niveau de migration de 2007. On aura à peu près 100 000, 120 000 entrées cette année, alors qu'on était à 1,8 million au pire de la crise. Donc, il n'y a plus de crise migratoire. Il y a une crise politique, c'est clair. Et le niveau de demande d'asile est aussi baissé à des niveaux normaux. C'est pour toute l'Union européenne, les demandes d'asile dont il est question là. Donc voilà, on en est là. Mais comme l'a dit aussi le président du Conseil européen, donc le président de l'institution qui réunit les chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne, M. Tusk, il a dit dans sa lettre d'invitation au mois de septembre, une lettre d'invitation à cette réunion informelle de Salzbourg, « If some wants to solve the crisis while others want to use it, it will remain unsolvable. » Évidemment, si certains veulent résoudre la crise, mais d'autres veulent simplement l'utiliser ou l'alimenter, on ne résoudra rien du tout. Voilà. Ça, c'était quelques mots d'introduction pour vous dresser un peu le tableau dans lequel on opère et dans lequel on va traiter de confiance mutuelle, de reconnaissance mutuelle, d'instruments de coopération pénale, qui sont des instruments très puissants, très automatiques. Le mandat d'arrêt européen, c'est un système très puissant. Donc, d'abord, l'affirmation d'un principe. Le principe, la Cour en a parlé déjà dans le passé, mais elle l'a vraiment affirmé de manière solennelle dans son avis 2.13 sur l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme, en disant que le principe de confiance mutuelle dans l'Union impose à chacun des États membres de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États respectent le droit de l'Union et tout particulièrement les droits fondamentaux. Donc c'est une obligation pour les États membres de respecter le principe de confiance mutuelle. C'est une obligation. Il a une importance fondamentale pour la création et le maintien de l'espace sans frontières intérieures qu'est l'Union. La Cour l'interprète comme un système de présomption réfragable, c'est-à-dire que lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, les États sont tenus de présumer le respect des droits fondamentaux par les autres. Il ne leur est pas possible non seulement d'exiger qu'un autre État accorde un niveau de protection plus élevé que celui qui est prévu dans le droit de l'Union, mais également, sauf cas exceptionnel, et c'est là qu'il y a la soupape de sécurité qu'on analysera, de vérifier, les États n'ont pas le droit de vérifier si un autre État a effectivement respecté les droits fondamentaux.
Un État ne peut pas se faire le juge des autres États. C'est ça la règle qui est affirmée ici. Et d'ailleurs, ça reflète, j'en passerai au point suivant, c'est-à-dire les origines du principe qui est l'interdiction d'invoquer le principe de réciprocité dans l'Union européenne. C'est un vieux principe, celui-là, qu'on passe un peu sous silence, mais c'est un principe très important en réalité. Parce que sur quoi s'appuie ce principe de confiance mutuelle ? Le mot confiance n'est repris nulle part dans les traités. Il y a un seul endroit où il est repris, si vous cherchez find, c'est dans un article sur la coopération entre les cours des comptes européennes, voilà, qui doit être empreinte de confiance. Bon, très bien. Donc d'où ça vient tout ça pourquoi on en arrive à une jurisprudence pareille ? D'où tout ça sort-il, d'une certaine manière ? Comme nous sommes dans un institut dont le nom est Jean Monnet, je voudrais quand même rappeler que le tout premier traité, c'est celui qui a disparu il y a un certain nombre d'années. C'est le traité CECA, c'est le traité sur le charbon et l'acier, qui a été signé, dit traité de Paris, signé en 1951. On était 6 ans après la guerre. 6 ans. Jean Monnet, qui a présidé aux négociations, a voulu, dans ce traité, son idée, c'était neutraliser les moyens de la guerre. À l'époque, les moyens de la guerre, c'est toujours le cas, en tout cas pour l'acier. L'acier est le moyen de faire des armes et le charbon, le moyen de fondre l'acier pour faire les armes. Donc il a voulu mettre en commun la gestion de ces deux matières premières. Et pour ça, une des grandes choses, une des grandes affaires de ce traité, qui sera le modèle pour la suite, évidemment, c'est créer des institutions supranationales, la Commission et la Cour de justice, qui allaient veiller au respect des obligations et qui allaient gérer même elles-mêmes, pour la Commission, avec beaucoup de pouvoir dans le traité CECA. 6 ans après était signé le traité de Rome sur la communauté économique européenne. Mais il ne faut jamais oublier ce traité CECA. Et je vous invite à relire... Ça va ? Oui. Je vous invite à relire le préambule de ce traité. Il est très court et il est vraiment... C'est un bijou de brièveté et de... On dit pourquoi on a fait l'Union. Dans les années 60, la Cour a très vite décidé d'asseoir tout le système. Cette Cour supranationale a assuré les fondations de ce nouvel ordre juridique autonome avec les principes fondateurs qu'on connaît très bien, c'est-à-dire l'effet direct et la primauté. C'était dans les années 60, 63-64. Van Ganenlo 63, Costa Enel 64. Au même moment, et c'est celui qu'on oublie un peu, au même moment, dans un arrêt Commission contre Luxembourg et Belgique, elle a affirmé le principe, l'interdiction de se faire justice soi-même, c'est-à-dire l'interdiction du principe de réciprocité. Elle a dit « Le traité ne se borne pas à créer les obligations réciproques entre les différents sujets, elle établit un ordre juridique nouveau, qui est le vocabulaire habituel, mais il dit « Les procédures nécessaires pour faire constater et sanctionner toute violation sont prévues dans le traité lui-même expressément, et donc l'économie du traité comporte l'interdiction pour les États membres de se faire justice eux-mêmes. » Donc, les États membres ne peuvent pas se faire juges du respect par les autres du droit. Cette justice-là est assurée par la Commission européenne dans les actions en manquement qu'elle porte devant la Cour de justice qui dit le droit. L'avocat général Léger, c'est repris dans le texte, vous pouvez le lire, « Rien n'est plus étranger au droit communautaire que la notion de mesure de rétorsion ou de réciprocité. Le droit communautaire ne permet pas d'invoquer le principe de réciprocité. Un État membre ne peut agir unilatéralement contre les manquements d'un autre. Les procédures nécessaires pour faire constater et sanctionner une violation éventuelle sont étroitement réglementées. » Donc l'interdiction du principe de réciprocité repose en fait sur la nature de l'ordre juridique, sur le système de primauté et le système de procédure de contrôle. C'est l'expression en réalité aussi du fameux principe de coopération loyale, qui est inscrit à l'article 4, paragraphe 3 du traité sur l'Union européenne, qui dit que l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement. Ça s'applique aussi entre États membres, entre institutions et États membres, mais aussi entre États membres. Et ils prennent toutes mesures générales et particulières propres à assurer l'exécution de leurs obligations et s'abstiennent de mettre en péril la réalisation des objectifs.
c'est un principe qui existe depuis le début. On le retrouve dans le traité CECA, on le retrouve dans le traité sur la communauté européenne. D'ailleurs, dans son fameux arrêt Van Ganello sur l'effet direct, il y a une phrase par laquelle la Cour transforme tous les particuliers intéressés à protéger leurs droits en vigie du respect du droit de l'Union, puisqu'elle dit cette fameuse phrase « La vigilance des particuliers intéressés à la sauvegarde de leurs droits entraîne un contrôle efficace qui s'ajoute à celui des actions en manquement confiées à la Commission. » Donc c'est vraiment, on transforme les sujets de droit que sont les particuliers, puisque c'est un ordre juridique qui ouvre des droits aux particuliers, en autant de petits acteurs du manquement éventuel, enfin de la lutte contre le manquement plutôt. Donc ça c'est le principe de réciprocité, et on voit que c'est le début, c'est le socle, et on continuera avec le principe de confiance mutuelle. Je passe au principe de confiance mutuelle dans le marché intérieur. Parce que, évidemment, avant le chapitre justice-affaires intérieures était le marché intérieur, bien entendu. C'est le fondement de notre système, c'est le traité sur la communauté européenne, communauté économique. On a supprimé le mot économique à Maastricht, donc on a élargi un peu le champ. La Cour évoque pour la première fois le principe de confiance mutuelle dans le domaine du marché intérieur dans un arrêt de 1977, un arrêt Bowis, donc qui précède l'acte unique européen. L'acte unique européen, je le rappelle, ça a donné toutes les bases juridiques d'harmonisation qui ont permis d'achever le marché intérieur. Avant ça, c'était un petit peu moins évident. Et donc, l'arrêt Bowis dit « Le système de contrôle sanitaire harmonisé, il s'agissait de contrôle sanitaire, mis en place par une directive, donc il y avait une harmonisation préexistante, est fondé sur l'équivalence des garanties sanitaires exigées, etc., etc. Ce système est fondé sur la confiance que doivent se témoigner les États membres en ce qui concerne les garanties offertes par les contrôles effectués au départ, parce que c'était le principe de cette directive, que tous les contrôles devaient être faits au départ, dans l'état de départ, et ne plus être contrôlés par l'état d'arrivée ou d'exécution. C'est toujours le principe qu'on cherchera à prévoir, y compris dans le droit des questions pénales. Donc, interdiction pour l'État de vérifier les garanties offertes par les contrôles effectués au départ par les services sanitaires de l'État membre d'où les animaux ont été expédiés. La directive a harmonisé ces contrôles en vue de les rendre effectifs et un État membre ne peut plus se permettre de vérifier ce qu'a fait l'autre puisque c'est harmonisé. Donc c'est par l'harmonisation qu'est assurée l'effectivité des garanties offertes par les contrôles. Et la confiance résulte de cette harmonisation qui assure à la fois le type de contrôle harmonisé et les contrôles qui doivent être faits par les autorités de ces normes harmonisées. La confiance résulte donc de l'harmonisation qui crée l'équivalence. Mais le marché intérieur, ça fonctionne selon un système très intégré. Comme vous le savez, les bases juridiques du marché intérieur sont toutes contenues dans le traité lui-même, qui ne sont pas que des bases juridiques pour adopter des mesures d'harmonisation, mais le traité contient des interdictions directement dans le traité. On connaît les articles 30, 34, 35 dans le domaine des marchandises, qui disent que les droits de douane, les taxes d'effet équivalent, etc., sont interdites. Dans le domaine de libre circulation des travailleurs, on interdit, le traité dit que sont interdites les discriminations fondées sur la nationalité entre travailleurs. Donc c'est une affirmation du traité qui dit c'est interdit. Les articles 49, 56, 63, les restrictions à la liberté d'établissement, les prestations de services et au mouvement des capitaux sont interdites. Et comme vous le savez tous, ces interdictions sont d'effet direct, donc peuvent être invoquées directement par les particuliers devant les tribunaux. Donc il n'est pas nécessaire théoriquement d'harmoniser puisqu'on a les interdictions directes. Le traité lui-même prévoit les exceptions possibles à ces principes de libre circulation, puisqu'il prévoit lui-même que pour des raisons impératives d'intérêt général, par exemple, tout est énuméré à l'article 36, on peut faire des exceptions à la libre circulation des marchandises. De même que pour des raisons d'ordre public, sécurité publique ou santé publique, prévues aux articles 45 et 52, dans le domaine de travailleurs et établissements, on peut aussi faire des exceptions. Mais ce sont des exceptions, des dérogations à un principe qui sont évidemment interprétées de manière très stricte par la Cour, puisque c'est des exceptions. Il y a aussi, bien entendu, les bases juridiques pour harmoniser, pour aller au soutien de cette libre circulation.
Et la jurisprudence, bien entendu, a y rajouté une énorme couche. Alors on sait que dans un domaine non harmonisé, le fameux arrêt Cassis de Dijon en 1979, avant l'acte unique européen, a dit qu'il peut y avoir reconnaissance mutuelle sans harmonisation et que les États membres donc, ne peuvent pas empêcher une marchandise légalement mise sur le marché dans un autre de pénétrer leur marché, sauf pour des raisons, des exigences impératives d'intérêt général. Ça, c'est pour le secteur non harmonisé. De même, en 89, dans un arrêt Bouchara, post-acte unique, dans un secteur non harmonisé aussi, il était disproportionné pour un État membre de refaire des analyses techniques qui avaient déjà été effectuées dans l'État d'origine. Et donc là, la Cour a invoqué le principe plus général de la confiance mutuelle entre les autorités des États membres. Donc une autorité ne peut pas exiger de refaire un contrôle qui a déjà été fait à l'origine. Dans un arrêt Edley-Lomas de 1996, dans un domaine harmonisé, donc il faut quand même regarder à chaque fois si c'est un domaine harmonisé ou pas. Dans un domaine harmonisé, la Cour de justice a dit que dans la mesure où la directive en question permet de réaliser l'objectif d'intérêt général, les mesures nationales restrictives au titre de l'article 36, donc des dérogations possibles, l'article 36 n'est plus invocable, parce que le domaine a été harmonisé. Ça, c'est la mécanique du marché intérieur. On verra que ça a un impact dans le domaine de la JAI. Je parle du marché intérieur parce que c'est le fil rouge, tout est construit sur le même système. Donc la construction dans le marché intérieur, elle est assez solide, elle est connue. Le traité lui-même prévoit les règles et les interdictions qui sont d'application, qui sont d'effet direct, invocables par les particuliers. Il prévoit les règles pour l'harmonisation. Ces règles ont primauté et tout ça est contrôlé par la voie de l'action en manquement ou par les vigies, les individus qui soulèvent des questions préjudicielles devant la Cour. Ça, c'est le système. On verra que dans la JAI, en tout cas au début, la construction, elle n'était pas aussi solide. Elle avait beaucoup de faiblesses et peut-être qu'on paye encore ces faiblesses actuellement. Donc les origines de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, qu'on appelle plus simplement la JAI, parce qu'on continue et puis on est un petit peu vieille école, le but, c'était d'accompagner la levée des contrôles aux frontières intérieures de l'acte unique, bien entendu. Parce que allaient circuler à cette époque toutes les marchandises, tous les capitaux, tous les services, tout allait être levé. Plus de contrôle, puisqu'on allait harmoniser à marche forcée. Il y a eu 300 actes ont été adoptés, actes d'harmonisation dans le programme d'harmonisation en vue du marché unique fin 92, le fameux programme de Delors. Et donc les marchandises, les services et capitaux allaient se déplacer librement. Déjà en janvier 90, donc avant même à la fin de ce délai, les capitaux ont été libéralisés en Europe entre les États membres et en janvier 1994 entre les États membres et les États tiers. En parallèle, on le sait, a commencé la mise en place de l'espace Schengen, 85 les 5 premiers, 90 la signature de la Convention de Schengen et 95 la levée des contrôles aux frontières intérieures entre les 7 premiers États, c'est-à-dire 26 États membres et 4 États associés, les 4 Suisse, Norvège, etc. Et donc les contrôles sont levés actuellement entre 22 États membres et 4 associés, c'est-à-dire 26 États. Il y a encore 4 États pour lesquels les contrôles ne sont pas encore levés. Donc, cette levée des contrôles aux frontières intérieures pour les personnes aussi, qui allaient arriver, pas du fait de l'acte unique, parce que l'acte unique n'avait pas permis ça, mais du fait de ce qui se passait à côté, a soulevé immédiatement la question il fallait éviter, bien entendu, que cette liberté de circulation ne devienne la liberté de circulation des criminels et de la criminalité, bien entendu. Le bras de la justice et de la police ne devait pas être arrêté à une frontière qui n'existerait plus pour ceux qui le poursuivent. Il fallait donc accompagner ce que dans le domaine de Schengen, on a appelé des mesures dites complémentaires pour la sauvegarde de la sécurité. On appelle ça aussi des mesures compensatoires. Et donc, la Convention de Schengen contient une trentaine d'articles, justice pénale, coopération policière, etc., etc. Donc ça a déjà commencé dans la Convention de Schengen en 90. 2 ans après, traité de Maastricht, on a incorporé dans le traité de Maastricht ce qu'on a appelé le 3e pilier, c'est-à-dire le chapitre sur justice affaires intérieures, visa, immigration.
Le 10e considérant du traité de Maastricht, d'ailleurs, confirmait l'objectif des auteurs du traité de, je cite, « faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité de leur peuple, en insérant des dispositions sur la justice et les affaires intérieures. » Donc c'était bien l'objectif, c'était les mesures compensatoires à l'espace de liberté de circulation interne. Ce lien existe encore puisque l'article 3, paragraphe 2 du traité actuel, du traité sur l'Union européenne, qui prévoit les objectifs de l'Union, prévoit clairement que l'Union a pour objectif d'offrir à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice, sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène. Il y a aussi asile, migration, visa, etc. Donc on est là, c'est ça. Ça, c'est la source de pourquoi on a fait les mesures de JAI. Ce n'est pas pour se transformer en Conseil de l'Europe bis. C'est parce qu'on en avait besoin, parce qu'on libéralisait, on intégrait de plus en plus à l'intérieur. Mais comme je le disais tout à l'heure, les faiblesses sont inhérentes, malheureusement. C'est un domaine de coopération dans des domaines de souveraineté très sensibles, et les États membres ont voulu lâcher petit à petit les compétences. Ils ont voulu s'acclimater à cette coopération progressive entre eux, et donc ils n'ont pas tout donné, comme dans le marché intérieur, même si le marché intérieur, ça a mis un certain temps entre 1957 et 92, donc à se faire complètement. Donc, mais quand même, là, ils ont pris aussi leur temps, à raison, évidemment. On ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas faire un système où on ouvre tout en matière de justice affaires intérieures. C'est très, très délicat. Donc, dans le système JAI, dans le traité, il n'y a pas d'interdiction de droit primaire. Il n'y a pas il est interdit de ne pas reconnaître un jugement étranger ou une disposition de ce genre-là, ou il est interdit il n'y a pas une interdiction d'effet direct de cette nature. Éventuellement, sur l'absence des contrôles aux frontières intérieures, où il est dit que l'Union assure l'absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures. On pourrait peut-être le lire comme une interdiction similaire d'effet direct. Mais rien, par exemple, qui dirait toute décision rendue par une juridiction d'un État membre est reconnue dans les autres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. En fait, dans l'Union européenne, on n'a pas une clause équivalente à ce qu'on appelle la clause de committee connue dans le droit américain, l'article 4 de la Constitution des États-Unis, qui dit en gros que toute décision d'une autorité d'un des États est reconnue automatiquement dans un autre État. Ça n'existe pas dans l'Union européenne, dans le traité. Donc toute la coopération dépend de l'adoption de mesures d'harmonisation. On ne peut pas procéder dans le domaine de la JAI comme on a procédé avec Cassis de Dijon, c'est-à-dire que la Cour ne peut pas utiliser une disposition du traité en disant « écoutez, c'est interdit, c'est comme ça, vous devez le respecter, sauf quelques exceptions, mais c'est moi qui vais vous dire quelles exceptions. » Parce que ce serait une application directe du traité. On ne peut pas le faire dans la JAI. Tout dépend de l'adoption du droit secondaire. De même, dans la JAI, pendant 20 ans, de 1993 à 2014, au 1er décembre 2014, fin de la période transitoire post-Lisbonne pendant 5 ans, il n'y a pas eu de contrôle complet de la Cour de justice. Par exemple, elle n'avait pas de pouvoir en manquement, la Cour de justice, pendant 20 ans. Donc la Commission non plus. Et ses pouvoirs en matière de questions préjudicielles étaient limités, c'est-à-dire c'était seulement pour les États qui avaient accepté cette compétence. Il y a 19 États qui l'avaient accepté sur 27. Donc, la JAI a commencé avec un handicap, avec une main dans le dos, de ce point de vue-là. Et enfin, les instruments de l'ancien troisième pilier, qu'on appelait les décisions et décisions cadres, qui étaient équivalents à des décisions et directives, n'avaient pas d'effet direct. Il était écrit dans le traité, ces actes n'ont pas d'effet direct. Sous-entendu, ce que les États membres cherchaient, c'est qu'ils ne soient pas invocables par les particuliers. Ce qui s'est quand même passé, parce qu'il y a quand même eu une question préjudicielle, donc il a quand même été invoqué dans le cadre d'une question préjudicielle, et dans une jurisprudence Poupineau en 2005, la Cour a quand même remis un peu les choses en ordre. Le jugement est cité dans le document. En fait, dans le domaine de la JAI, il manquait à la fois ce que Jean-Paul Jacquet, le professeur qui a été mon premier patron au service juridique du Conseil, appelait à la fois en fait le fédéralisme vertical, c'est-à-dire ce
qui est relation entre la fédération et les États, donc tout l'aspect contrôle par les autorités supranationales, mais aussi, on va le voir, le fédéralisme horizontal, c'est-à-dire que il n'y a pas de compétence, il n'y a pas de normes applicables directement, et donc pas possible d'avoir un système de cassis de Dijon. Or, le fédéralisme horizontal, c'est celui entre États, donc les relations entre États et comment on organise les relations entre ces États et la confiance qu'il peut y avoir ou pas entre ces États avec les mécanismes appropriés. Donc, le principe de reconnaissance mutuelle dans la JAI est né parce qu'il s'agissait de compenser l'absence de ces instruments marché intérieur. Pas de normes directement applicables depuis le traité, harmonisation limitée, parce qu'il y a eu toujours deux écoles dans le domaine de la JAI. Il y a les États membres qui voulaient une harmonisation préalable à la reconnaissance mutuelle, et d'autres qui étaient plus favorables simplement à la reconnaissance mutuelle pour protéger les particularités des systèmes nationaux. Donc le mécanisme les chapitres du traité concernant la JAI reflètent cette ambivalence entre États. Certains voulaient procéder comme dans le marché intérieur avec harmonisation pour pouvoir avoir la reconnaissance mutuelle et la confiance, et d'autres disaient non, on ne veut pas polluer nos droits nationaux avec des mesures d'harmonisation intempestives, et donc on va procéder par reconnaissance mutuelle, cassis de Dijon, dans le domaine pénal. C'était un peu ça, je schématise un peu, mais c'est un peu ça, c'est un peu les communautaires contre les souverainistes. D'ailleurs, le traité protège les spécificités des différents systèmes et traditions juridiques des États membres, à l'article 67. Mais la nécessité d'avoir des instruments efficaces était une forte demande du milieu judiciaire. Les juges, on se souvient de l'appel de Genève, peut-être en 1996, l'appel de Genève, c'est plusieurs juges et procureurs qui, voyant les frontières se lever en Europe, notamment sur la libre circulation des capitaux, disaient il y a une Europe de l'ombre qui est en train de se créer, l'argent frauduleux et mafieux circule à grande vitesse, et il faut abolir les protectionnismes en matière policière et judiciaire et mettre en place un véritable espace judiciaire européen pour permettre aux juges de s'adresser directement les uns aux autres sans passer par les anciens systèmes d'extradition classiques et autres, de coopération judiciaire. Donc le Conseil européen de Tampere en 1999, qui est le Conseil européen qui a mis en place le programme de mise en œuvre du traité d'Amsterdam, a fait du principe de reconnaissance mutuelle la pierre angulaire de la coopération judiciaire. Jusque-là, le principe de reconnaissance mutuelle n'était pas cité dans le traité. Il n'est pas cité dans le traité d'Amsterdam. Depuis, il a été codifié dans le traité, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, actuellement, le traité de Lisbonne a évidemment codifié le principe de reconnaissance mutuelle aux articles 67, à l'article 70, à l'article 80, à l'article 82. 81 et 82 étant les bases juridiques coopération judiciaire civile, coopération judiciaire pénale. Donc c'est devenu un principe écrit dans le traité, contrairement au principe de confiance mutuelle. Et d'ailleurs, c'est quasiment la seule occurrence dans le chapitre JAI, il est mentionné 7 fois, et c'est les seules fois où il est mentionné dans le traité, à part une fois ailleurs dans l'article sur la reconnaissance mutuelle des diplômes. C'est le seul cas. Et d'ailleurs, la reconnaissance mutuelle n'est pas subordonnée à l'adoption préalable de mesures d'harmonisation. La Cour l'a reconnue dans une jurisprudence Advocaten for Wereld, où elle le dit, il n'est pas prévu dans le traité qu'il faut harmoniser avant de reconnaître mutuellement. J'en viens maintenant au mécanisme des instruments de coopération, c'est-à-dire la confiance mutuelle comme socle de la reconnaissance mutuelle. Qu'en est-il dans les différents instruments d'harmonisation qui ont été adoptés ? Comme je disais tout à l'heure, le programme de Tampere prévoyait l'adoption, un petit peu comme 10 ans plus tôt, la mise en œuvre du marché intérieur avec le programme Delors. Le programme de Tampere, c'est le programme Delors de la mise en place de l'espace judiciaire et policier européen. Et donc, il prévoyait, puisque le traité prévoyait 5 ans aussi, la mise en place d'un grand nombre d'instruments dans les 5 ans, d'ici à mi-2004, la fin de la période transitoire prévue par le traité d'Amsterdam. Pendant cette période, de nombreux instruments ont été adoptés. Le paquet d'instruments asile, les 3 directives d'harmonisation dans le domaine et la
communautarisation de Dublin et Eurodac. Eurodac, c'est la base de données qui prend toutes les empreintes digitales de demandeurs d'asile et des personnes entrées illégalement. Tous les instruments de base en matière civile, la communautarisation du règlement Bruxelles I sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, mais également l'instrument dit Rome en matière contractuelle, Bruxelles II bis en matière de reconnaissance, décision matrimoniale et enlèvement d'enfants, et évidemment tous les instruments en matière pénale, parmi lesquels le fameux mandat d'arrêt européen qui prévoit d'une manière révolutionnaire par rapport à tout ce qui existe en termes d'instruments de ce type, une procédure de simple remise, y compris des nationaux, donc on fait sauter l'exception habituelle de ne pas extrader les nationaux, coopération directe entre autorités judiciaires, comme avait été demandé par le milieu judiciaire, des délais impératifs, des motifs de non-exécution limitativement énumérés, abolition de la double incrimination pour 32 infractions qui ont été listées. Donc le double incrimination ne subsiste que pour les infractions qui ne sont pas listées. On l'a vu dans l'affaire Puigdemont, c'était exactement ce qui s'est passé. Il y avait deux infractions sur 3 qui n'étaient pas dans la liste, en tout cas de l'avis de la juridiction allemande. Donc, les instruments de coopération JAI organisent la coopération en prévoyant des normes de fonctionnement qui, souvent en parallèle à l'intérieur de l'acte à titre accessoire, opèrent des rapprochements aussi de la législation interne. Le principe, c'est que c'est à l'autorité d'émission, celui qui demande, qu'il appartient de s'assurer en amont, comme pour les contrôles sanitaires, que ce qu'il fait est conforme au respect des droits fondamentaux et aux grands principes du droit. C'est à l'autorité d'émission de s'assurer du respect du principe de proportionnalité aussi, c'est-à-dire ne pas utiliser le mandat d'arrêt pour un vol de vélo, etc. Donc voilà, ça doit être respecté par l'autorité en amont. Et c'est pour ça que l'autorité en aval n'a pas le droit de vérifier ce que l'autorité en amont a fait, parce que l'autorité en amont est censée avoir respecté tout, et la personne peut se plaindre devant les autorités judiciaires de l'autorité en amont de ce que fait l'autorité en amont, s'il y a un problème. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour renforcer la confiance, le traité prévoit aussi des pouvoirs d'harmonisation, bien entendu. Je l'ai dit, beaucoup de dispositions d'harmonisation ont été adoptées, un peu comme dans le marché intérieur. Ça va avoir une influence, c'est-à-dire que lorsque le domaine est harmonisé, la Cour va regarder les choses différemment que lorsque ce n'est pas harmonisé, bien entendu. Ça a un impact. On l'a vu dans l'affaire Meloni, qui concernait le mandat d'arrêt européen, que la Cour, elle fait un raisonnement pas du tout confiance mutuelle, mandat d'arrêt, comme on l'a vu après. Elle fait un raisonnement primauté. L'article 4 bis de la décision 4 sur le mandat d'arrêt harmonise les conditions dans lesquelles un État doit respecter, opère un jugement par défaut. Et donc, comme c'est harmonisé, un État membre qui exécute ne peut plus remettre en cause, puisque si la procédure qui a été suivie par le juge émetteur a respecté les conditions harmonisées, l'État d'exécution ne peut plus remettre en cause, même au nom de normes constitutionnelles plus élevées, parce que le standard européen est harmonisé, la primauté joue, et on ne peut pas mettre au-dessus de ce standard européen des normes constitutionnelles éventuellement plus élevées. C'est ce que la Cour dit. C'est un raisonnement classique de type marché intérieur qui a été fait dans Meloni. Je sais qu'il a été critiqué, Meloni, mais en fait, c'est un jugement qui traite d'un cas harmonisé, cas classique. Donc, plusieurs mesures d'harmonisation ont été prises depuis. Je parlais des 3 directives asile, l'article 4 bis du mandat d'arrêt, par exemple. Il y a eu 6 directives d'harmonisation des droits procéduraux dans la procédure pénale. Le but est évidemment le même, c'est-à-dire de s'assurer d'un coussin minimum d'harmonisation pour éviter l'invocation par un état d'exécution de problèmes. Donc, elles ont été adoptées, ces directives, qui avaient été demandées d'ailleurs par le Conseil européen tempéré, et il y a des conclusions du Conseil en 2009 qui avaient fait la liste de ces directives à adopter. Donc, en matière de traduction et d'interprétation, d'information, accès à l'avocat, présomption d'innocence, droit des mineurs, aide juridictionnelle. 6 directives de base qui, en fait, ont codifié la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a
mis dans le droit de l'Union ce qui est prévu dans les instruments classiques de la Convention, enfin de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est essentiellement ça qu'on a fait. En codifiant le standard établi par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est d'ailleurs ce que le Conseil, en 2009, quand il a fait la liste de ces 6 directives, ce programme législatif à adopter, il a dit que la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence constituent la base commune de la protection des droits des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, et que, tel qu'interprété par la Cour de Strasbourg, constitue un fondement important permettant aux États membres de nourrir et de renforcer la confiance réciproque dans leur système judiciaire. Donc en fait, le Conseil considère que les standards de Strasbourg sont déjà la norme harmonisée standard de base qui devrait fonder la confiance mutuelle et donc la reconnaissance mutuelle, même s'il n'y a pas d'harmonisation européenne. Par exemple, dans le domaine des conditions de détention, il n'y a pas d'harmonisation européenne. On ne sait même pas s'il y a des pouvoirs d'harmonisation. Ça dépend d'une interprétation de la base juridique. Et donc, les standards qu'on utilise, ce sont ceux qui sont établis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et les recommandations et autres qui sont établies dans ce genre de secteur. Donc, le mécanisme des instruments, comment ça fonctionne? Les instruments de coopération civile, pénale et asile. Je prends civile, pénale et asile parce que c'est vraiment dans ces domaines que la jurisprudence est développée et qu'il y a un système assez cohérent. D'abord, il y a toujours un considérant qui concerne la reconnaissance mutuelle et qui explique que cette reconnaissance mutuelle se fonde sur la confiance mutuelle. Donc très souvent, vous verrez, la rédaction varie, mais c'est plus cohérent dans le domaine de la coopération judiciaire civile parce que le Conseil agissait sur proposition de la Commission. Dans le domaine pénal, il y avait les droits d'initiative des États membres, donc c'est un petit peu plus... ça va un peu dans tous les sens. C'est l'ancien 3e pilier. Donc, vous avez dans les papiers le considérant 26, par exemple, du règlement Bruxelles 1, ou le considérant 10 du mandat d'arrêt européen, qui dit simplement « le mécanisme du mandat d'arrêt repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres ». C'est plutôt une affirmation. Bruxelles 1 dit « la confiance réciproque dans l'administration de la justice au sein de l'Union justifie le principe selon lequel les décisions rendues doivent être reconnues dans tous les États, sans qu'aucune procédure spéciale ne soit nécessaire ». Donc ça, c'est le considérant, en général, reconnaissance mutuelle, confiance mutuelle. Deuxième élément, les dispositifs des instruments énumèrent de manière exhaustive les motifs de non-exécution, en tout cas dans le domaine pénal. Dans le domaine civil aussi, mais il n'y a pas de motif de non-exécution, c'est surtout la clause d'ordre public en réalité, qui est un système un peu classique, marché intérieur, c'est comme l'article 36. Donc, instrument de droit civil, clause de non-exécution tirée de l'ordre public, que la Cour interprète de manière stricte, comme pour l'article 36, dans le domaine des marchandises. Donc, par exemple, le règlement Bruxelles 2 bis, c'est-à-dire autorité parentale, question matrimoniale, une décision rendue en matière de responsabilité parentale n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis, etc. Et la Cour a interprété le recours à la clause d'ordre public. Ce recours à la clause de l'ordre public n'est concevable que dans l'hypothèse où la reconnaissance de la décision rendue dans un autre État heurterait de manière inacceptable l'ordre juridique de l'État requis en tant qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental. Il faut une violation manifeste d'une règle essentielle, etc. Donc le niveau de violation est très élevé. Pour pouvoir ne pas respecter la reconnaissance mutuelle, il faut quand même que ce soit très sérieux. Ça, c'est l'affaire Diageo-Brands, mais il y en a d'autres qui existent évidemment dans ce domaine. Ça, c'est pour le droit civil. Dans le domaine du droit pénal, en général, les instruments suivent le même schéma. Il y a d'abord une clause générale qui affirme, c'est par exemple l'article 1.3 du mandat d'arrêt, qui dit « L'instrument ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du TUE, qui fait lui-même référence à la charte. » Et donc, il s'agit, mais ça s'applique à tous les États, à l'état d'émission et à l'état d'exécution. Donc, c'est une clause générale qui s'applique aux deux types d'États, pas seulement l'état d'exécution, surtout l'état d'émission, en l'occurrence, on espère, puisqu'en amont, tout doit être correct.
Donc cette clause générale, elle est dans tous les instruments. Vous la retrouvez partout au début, en général. Ensuite, les motifs de non-exécution classiques, des instruments de coopération pénale, réduits, exhaustifs, limitatifs. Il y a les motifs de non-exécution obligatoires, les motifs de non-exécution facultatifs. Genre amnistie, ne bis in idem, double incrimination, etc., sauf les 32. Il y a aussi un considérant dit suédois, parce que c'est souvent les pays du Nord qui l'ont demandé, c'est que l'acte n'empêche pas un État membre d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect du droit à un procès équitable, à la liberté d'association, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias. Liberté de la presse, liberté d'expression, c'est souvent des choses qui sont demandées par les pays du Nord, très fortement. Et évidemment, ce considérant, on peut douter peut-être un peu de sa conformité à la primauté, puisqu'on met au-dessus les règles constitutionnelles. Mais enfin, bon, c'est de l'ancien troisième pilier. Le considérant 13 du mandat d'arrêt qui répète en fait l'article 19 de la Charte, qui dit « Nul ne devrait être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Ça, c'est aussi par rapport à extradition sur extradition, c'est-à-dire le mandat d'arrêt permet de remettre une personne dans un État X, un État membre X, et l'État membre X l'extrade aux États-Unis. C'est ça aussi, pour protéger. Mais ça, il y a une jurisprudence qui est sortie sur ça, Petrouhin, etc. Mais là, je n'y viens pas, vous le savez. Donc, en fait, le président de la Cour de justice, Koen Lenaerts, a, dans une conférence qu'il avait donnée, expliqué que la reconnaissance mutuelle n'est jamais absolue, la confiance mutuelle n'est pas blind, n'est pas aveugle, il y a toujours une échappatoire. Alors après, c'est une question de quel est le seuil à atteindre pour échapper. Est-ce que c'est élevé, bas, et toute la bataille est là, en fait, efficacité contre droits fondamentaux. Et il a dit que l'impératif de confiance mutuelle n'exige pas une confiance aveugle, et il a identifié, lui, 3 limites au principe de reconnaissance mutuelle. L'application du principe de proportionnalité par l'autorité d'émission, en amont. L'utilisation par l'État membre de sa marge d'appréciation quand il transpose et applique les motifs de non-exécution. Et l'application de ce qu'il appelle la clause d'ordre public nationale et européen. Clause d'ordre public, c'est celle, évidemment, de coopération judiciaire civile, mais européen, c'est tout ce qu'on va voir, ce qui s'est développé avec les arrêts NS et Aragnosi. C'est ça, la clause d'ordre public européenne, à son avis. Donc j'en viens au tournant, j'arrive au bout là, mais on a commencé un peu en retard, donc je peux gratter 5 minutes. Certains vont peut-être devoir vous quitter la salle pour des TD, donc pardon, d'accord. Simplement, non, mais c'est pas qu'il y ait une fuite générale du public. C'est pas qu'il y ait une fuite. Donc le tournant des arrêts NS en 2011 et Aragnosi en 2016. En 2011, il y a eu un gros tournant dans ce domaine, parce que c'est l'arrêt NS en décembre 2011, dans le domaine de l'asile, Dublin, le règlement Dublin, qui avait été précédé quelques mois plus tôt, en janvier 2011 de la même année, par l'arrêt MSS de la Cour de Strasbourg, exactement sur le même sujet. Et je pense que la Cour de justice n'a pas dû trop apprécier, évidemment, que la Cour de Strasbourg se soit prononcée sur Dublin avant elle. Mais enfin, c'est le hasard des questions. Ça ne se maîtrise pas. Et donc, je vous rappelle qu'on est dans un contexte harmonisé. L'asile, il y a 3 directives d'harmonisation quand même. La Cour de justice a dit que le système commun d'asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l'ensemble des États respectent les droits fondamentaux, et il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans chaque État est conforme aux exigences de la Charte. Classique. Dans l'hypothèse où il y aurait lieu de craindre sérieusement qu'il existe des défaillances systémiques impliquant dans les procédures d'asile et d'accueil, dans l'État membre responsable, donc qui devrait recevoir la personne dublinisée, comme on dit maintenant, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte, des demandeurs d'asile qui seraient transférés, ce transfert sera incompatible avec l'article 4 de la Charte. Il s'agit évidemment d'un droit fondamental absolu, comme elle nous le dira dans Aragnosi après. Lorsque les autres États membres ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d'asile constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants, ils sont obligés de ne pas transférer.
On voit déjà quand même là, parce qu'on a beaucoup critiqué la Cour pour cet arrêt en disant oui, mais vous mettez la barre tellement haut, c'est que quand il y a des défaillances systémiques et donc on ne regarde pas la situation de la personne. Mais quand on lit la phrase quand même, on se rend compte qu'elle parle quand même de la personne, de croire, des motifs sérieux avérés, de croire que le demandeur courra un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain dégradant. Donc ce n'est pas juste un examen de la situation générale. C'est vrai qu'elle n'a pas procédé dans les deux étapes classiques, d'abord la situation générale et ensuite la situation in concreto, mais il y avait quand même déjà quelque chose, parce qu'en fait, les phrases qu'elle utilise là, ce sont des phrases de la Cour européenne des droits de l'homme, on le sait bien. Donc, dans de telles conditions, interpréter le règlement Dublin comme imposant une présomption irréfragable de respect de droits fondamentaux par les autres États serait incompatible avec les obligations des États membres vis-à-vis de la Charte, mais aussi risquerait de créer l'illégalité du règlement lui-même au regard de la Charte, puisque on ne peut pas prévoir dans un règlement de ce type une présomption irréfragable, bien entendu. Suite à cet arrêt, et pas loin du moment où la Cour a adopté en décembre 2014 l'avis 213 sur la Convention européenne des droits de l'homme, est intervenu l'arrêt de la Cour de Strasbourg Tarakel en 2014. Et cet arrêt Tarakel a confirmé le nécessaire examen en deux étapes. Je ne cite pas l'arrêt Tarakel, mais bon, j'ai oublié. Tarakel, en 2014, donc arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit qu'il faut rechercher, si au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile et de la situation particulière des requérants, il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de renvoi, ils risqueraient de subir des traitements contraires à l'article 3, qui est l'équivalent de l'article 4. Donc l'arrêt Tarakel est intéressant parce qu'il reprend toute l'analyse, les deux étapes, il reprend toute l'analyse classique et c'est un bon résumé en fait du raisonnement. Et donc il faut examiner de manière approfondie et individualiser la situation de la personne. Bon, il faut se souvenir que les deux cours, elles ont une compétence différente, bien entendu. La Cour européenne des droits de l'homme, elle juge les affaires qui lui sont soumises, mais elle juge en dernière instance au fond, elle regarde les affaires complètement. Tandis que la nôtre, la Cour de Luxembourg, sur question préjudicielle, elle ne peut que dire au juge national « Je vous donne les éléments que vous devrez suivre dans votre jugement, puisque je vous indique comment on doit interpréter le droit de l'Union, et ensuite c'est à vous de l'appliquer au cas concret. » Alors elle peut aller parfois très loin, mais c'est pas la manière, c'est pas la même chose, évidemment. Et donc, on ne peut pas non plus critiquer la Cour de Luxembourg au regard de celle de Strasbourg, parce que leur métier est différent, en réalité. Donc, dans l'arrêt 2016, alors, on ne sait pas si le coup de colère un petit peu de la Cour de justice dans l'avis 213 était peut-être dû un petit peu à cet arrêt Tarakel. En fait, en tout cas, quand on regarde les dates, on se rend compte que c'est arrivé juste avant, Tarakel. Donc. Et il s'agissait de l'application du règlement Dublin par la Suisse, qui est associée à Dublin. Et donc, Suisse qui est un État tiers, qui n'est pas soumis au contrôle de la Cour de justice de Luxembourg. En 2016, intervient donc l'arrêt Aragnosi, qui fait un examen en deux étapes. D'abord, pour voir s'il y a un risque réel de traitement inhumain et dégradant des personnes détenues. Il s'agissait des conditions de détention, et là, on n'accuse aucun État membre parce que, franchement, du point de vue des conditions de détention, je crois que ce n'est pas une histoire de sud, nord, est, ouest, c'est tout le monde risque d'avoir une prison qui n'est pas exactement conforme aux normes édictées dans la jurisprudence de Strasbourg. Donc là, la Cour se lance dans l'examen en deux étapes, façon Strasbourg en réalité, et donc fait la paix avec la Cour de Strasbourg. Puisqu'on examine d'abord s'il y a un risque réel aux raisons des conditions générales de détention, se fondant sur des éléments objectifs, fiables, précis, dûment actualisés. Il faut démontrer la réalité des défaillances, soit systématiques et généralisées, soit certains groupes, soit certains centres de détention. Donc elle renonce à ne regarder que l'aspect systémique. Et il faut examiner apprécier de manière concrète et précise, dans le cas en question, dans le cas de la personne, s'il y a des motifs et sérieux avérés de croire que la personne concernée courra ce risque dans les deux étapes, en général et en concret.
Et c'est cette mode d'analyse qu'elle va reproduire, y compris récemment, dans l'arrêt concernant l'arrêt LM, concernant la situation judiciaire, l'exécution d'un mandat d'arrêt demandé par la Pologne. Est-ce que c'est très praticable dans un domaine où il y a une question d'indépendance de la justice? Ça, c'est à voir. C'est pas très pratique pour le juge irlandais d'aller demander à son collègue polonais « Explique-moi, est-ce que tu es vraiment indépendant ?» C'est un peu paradoxal, dirons-nous. Mais enfin, bon, c'est l'analyse qu'elle a faite et qu'elle a suivie aussi dans cette affaire du 25 juillet 2018, LM. L'arrêt NS et Aragnosi, mais NS surtout parce qu'il est arrivé déjà en 2011, a eu un impact sur la rédaction des instruments législatifs qui sont intervenus depuis. Et j'en cite 3. Vous avez les extraits dans le papier, donc vous pourrez les lire tranquillement, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. D'abord, l'arrêt NS intervient, comme je l'ai dit, en décembre 2011. Or, on était en pleine renégociation du règlement Dublin, qui allait devenir le règlement Dublin 3 en 2013. Et on a codifié dans ce règlement les passages pertinents de la jurisprudence NS, puisqu'on a mis une disposition, donc une obligation dans le dispositif, qui oblige un État membre qui s'apprêtait à renvoyer un demandeur d'asile vers un autre État membre à ne pas le faire, donc lui interdire de le faire, lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil qui entraînent un risque de traitement inhumain et dégradant. Donc on s'en tient à l'aspect systémique, puisque c'était ce que NS disait. Le considérant explique « Les défaillances ou l'effondrement des régimes d'asile, souvent aggravés et favorisés par des pressions particulières de mouvements de personnes, peuvent compromettre le bon fonctionnement du régime mis en place, ce qui pourrait entraîner un risque de violation des droits, etc. etc. » Donc ça, c'est le raisonnement, le considérant qui motive le nouveau motif de non-exécution, en réalité, qui est introduit, ou critère de responsabilité plutôt. Et le règlement Dublin 3 prévoit aussi un mécanisme d'alerte rapide de préparation et de gestion de crise lorsque l'application du règlement peut être compromise en raison d'un risque sérieux de pression particulière exercée sur le régime d'asile ou en raison de problèmes de fonctionnement, avec une élaboration d'un plan d'action, etc. Donc on a essayé d'élaborer aussi un mécanisme de gestion de crise pour gérer à l'intérieur de l'Union de manière européenne ce genre de problème et pas laisser les États membres seuls face à une situation. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas renvoyer, donc je dois garder moi, qu'est-ce que je fais? Parce que dans une situation de mandat d'arrêt, il ne peut pas le laisser en détention, bien entendu, il doit libérer la personne. C'est ça le résultat. Pour Dublin, ça veut dire qu'il doit assumer la responsabilité et examiner la demande d'asile lui-même, ne pas dubliniser la personne vers l'État qui aurait été normalement responsable. Dans la décision d'enquête européenne en 2014, on a aussi codifié NS et ça a été, en fait, ça a donné lieu à une véritable bataille entre États membres à l'époque et qui continue encore aujourd'hui, entre les tenants de « il ne faut pas insérer comme motif de non-exécution un motif tiré du non-respect des droits fondamentaux parce que ça invite à faire des États membres les juges des autres. Et ça invite à épuiser la liste des motifs de non-exécution et forcément tout le monde va examiner est-ce qu'il y a vraiment une raison de ou pas. Et donc ne pas inviter, ne pas tenter le diable et se fonder uniquement sur cet fameux article général, article 1.3 qui dit l'instrument ne change pas les obligations de respecter les droits fondamentaux, qui applique à tout le monde. D'où la Cour a tiré son interprétation à Ragnosi, parce que la Cour s'est fondée uniquement sur ça, d'un mandat d'arrêt européen, qui ne prévoyait pas de motif de non-exécution tiré des droits fondamentaux. Elle a interprété l'article 1.3 en disant ce qu'elle a interprété, c'est-à-dire que quand il y a des risques graves, situation de droit absolu, puisqu'il s'agit de conditions inhumaines et dégradantes, interdiction de transférer la personne. Donc, laisser la Cour et les juges se débrouiller avec l'interprétation et ne pas mettre un motif. Mais dans la décision d'enquête européenne, il a été un motif de ce type a été inséré, et donc vous le trouvez dans le dossier. C'est un motif rédigé de manière très large, malheureusement. Il existe des motifs sérieux de croire que l'exécution serait incompatible avec les obligations d'État membre d'exécution. C'est très large. Dans un dernier instrument,
qui va être adopté dans les prochains jours, ou qui vient d'être adopté, c'est le règlement concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. On a codifié de manière beaucoup plus fine, parce qu'il y a le Parlement européen et un certain nombre d'États membres, donc pour trouver un compromis, il fallait avoir un motif tiré des droits fondamentaux. Et vous verrez que le considérant 34 et l'article 8.1f de cet instrument constituent vraiment une codification du dernier état de la jurisprudence en tenant compte d'un Ragnosi, où il est question de, dans des situations exceptionnelles, lorsqu'il existe des motifs sérieux, de croire que sur la base d'éléments de preuves précis et objectifs, l'exécution entraînerait dans des circonstances particulières de l'espèce une violation manifeste des droits fondamentaux pertinents. On a même identifié quels sont les droits fondamentaux qui seraient pertinents. Évidemment, pas le droit de propriété. Parce que et donc, voilà, on a essayé de tenir compte de tous les adjectifs possibles et imaginables de la jurisprudence. Voilà, j'arrive au bout. J'espère vous avoir montré que, bon, nous sommes dans ces 20 ans, après ces 30 ans, à la suite de ces 10 années de polycrise, dans une situation un peu compliquée. Une coopération efficace dans le domaine de la JAI est évidemment le corollaire nécessaire de la libre circulation et de cet espace sans frontières intérieures que nous connaissons. Et là, on sent que la Cour n'aime pas remettre en cause l'efficacité des instruments parce qu'elle a ce mindset européen, marché intérieur évidemment. Et donc, c'est vrai que c'est mise en balance des droits fondamentaux. On n'est pas en train de traiter de la taille des bananes, bien entendu. On est en train de traiter de personnes. Mais bon, dans le domaine des transports d'animaux vivants, etc., dans le domaine de la santé, il y a des choses très sérieuses aussi dans le marché intérieur, bien entendu, qui peuvent mettre en danger la santé des gens. Donc, voilà, nous gérons un peu ces événements dans le droit, dans la législation, en codifiant comme on peut, en espérant que ça ne remette pas autant en cause. Ce qu'on espérerait, en fait, ce qu'on voudrait, nous, en tout cas un certain nombre d'entre nous, c'est qu'on mette en place les systèmes d'évaluation mutuelle qui sont prévus par l'article 70 du traité, qui permettent de mettre un système d'évaluation mutuelle qui permet entre les pairs que les États membres eux-mêmes, les experts des États membres, vont évaluer ce qui se passe chez les uns et les autres, organisé par le droit européen, avec des recommandations à la clé pour améliorer la connaissance des uns et des autres et donc la confiance mutuelle. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été plus longue que prévu.